Bonjour à toutes et à tous, nous vous retrouvons aujourd'hui pour votre rendez-vous quotidien Cannes Prime Time pour parler de la technique des films en sélection officielle du Festival de Cannes. Bonjour Alexia. Bonjour Mathieu. Cette année, nous sommes évidemment à Cannes, sur le stand de la CST, sur notre chaîne YouTube, mais également sur un diffuseur radio de la DAB+, Ciné, Musique, Radio. Et tous les soirs, nous allons parler et nous parlerons tout de suite du décryptage technique. Nous allons réaliser des interviews avec des professionnels du cinéma et présenter les candidats et candidates aux différents prix techniques de la CST. Et nos invités du jour... Je commence par vous, Evgenia Alexandrova. Vous avez été lauréate l'année dernière du prix de la jeune technicienne pour les femmes au balcon et vous revenez avec un film qui était présenté hier soir, L'Agent secret. C'est bien ça et je suis ravie d'être sur ce plateau aujourd'hui. Eh bien, bienvenue, merci. À vos côtés, Mariette Mathieu-Goudier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes nommé cette année au prix de la jeune technicienne pour un film qui est présenté à un certain regard. Il s'agit de Love Me Tender et vous en êtes la chef opératrice son. Tout à fait. À l'autre bout de la table, bonjour, Fabienne Sylvestre, vous êtes cofondatrice et directrice du Lab. Lab Femme de Cinéma, bonjour. Lab Femme de Cinéma, mais vous êtes également la cofondatrice du Festival des Arcs. C'est ça. Bienvenue. Et Mélanie Toubeau, vous êtes vidéaste, journaliste, passionnée de cinéma, et vous allez nous raconter un petit peu ce que vous avez vu de cette compétition officielle. Absolument, je suis ravie d'être là. Et du coup, pour en savoir plus, tout de suite, on remonte les marches. Nous le disions à l'instant, L'Agent secret était présenté hier soir. C'est un film brésilien. C'est une incroyable galerie de portraits en pleine dictature. C'est un portrait de personnage au pluriel et qui donne un portrait de cette oppression, de cette tyrannie exercée à un moment de l'histoire au Brésil. Le cinéaste s'est joint de vous pour le travail à l'image, mais aussi d'un autre technicien de cinéma français que nous recevions l'année dernière, le mixeur du film, Cyril Holtz. Nous vous invitons évidemment à retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Mais ma question, Evgenia, est donc de savoir à quel moment le cinéaste est venu chercher une technicienne en France. Agent secret, c'est mon deuxième film au Brésil. J'ai déjà fait un film qui s'appelait Sans cœur, qui était présenté en compétition à Venise. Et c'était un premier film des jeunes, un duo des réalisateurs brésiliens, et qui était produit par Émilie Lesclos, qui est la compagne et la productrice de Kléber. À l'époque, Kléber avait vu le film, et il avait beaucoup aimé l'image. Il m'en a parlé. Parce que c'est pas toujours évident d'inviter un technicien ou une technicienne qui vient d'un autre pays et qui n'apporte pas avec eux un regard exotisant vers le pays. Et apparemment, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Apparemment, j'ai réussi à saisir les couleurs du Brésil d'une manière organique et naturelle. Et c'était ça ce que cherchait Kléber. Vous parliez des couleurs du film, mais peut-être aussi du fond, de ce qui est raconté du film. Est-ce que vos origines, ayant grandi en Union soviétique, ont été une façon aussi d'interpréter ce scénario ? En fait, oui, dès que j'ai reçu le scénario de Kléber, j'étais à la fois très emportée par la complexité de la narration, mais aussi j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec, pas avec mon parcours, mais avec mes origines, car j'ai grandi en Russie, je suis née en URSS, j'ai grandi en Russie. Et en fait, il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays qui sont énormes en taille, qui sont assez isolés. Brésil par le fait que c'est un seul pays qui parle la langue portugaise sur le continent. Russie pour d'autres raisons. Qui nourrit des cultures très très mélangées, qui ont des peuples très très différents, avec une culture très riche. Et en fait, les deux pays ont passé par l'époque de dictature.
Et donc, dès que j'ai lu le scénario de Kléber, il y a plein des allusions qui m'ont parlé. Une grande partie du film est située dans les années 70, particulièrement surtout en 77 pour être plus exact. Quel a été votre travail pour essayer de nous replonger en tant que spectateurs dans cette époque-là? Il faut savoir que Kléber Mendonça, c'est un réalisateur très, très artisanal. Il adore le cinéma, il adore la technique de cinéma. Il s'y connaît, je pense, presque mieux que moi, ou sans presque. Et en fait, il était à l'origine aussi de recherche de l'image et de déco, des costumes. Un énorme travail. Et on a choisi à tourner avec un numérique, mais avec des objectifs de chez Panavision, série B, qui sont des objectifs déjà utilisés à l'époque. C'est une série anamorphique qui a ses petites imperfections, ses petites aberrations techniques, et ça flaire beaucoup. Et en fait, ce que Kléber voulait, c'est l'image très organique. Est-ce qu'on peut expliquer pour nos spectateurs qui ne sont pas techniciens ce qu'est un flair? Un flair apparaît souvent quand la caméra et l'objectif sont pointés face à une source lumineuse, que ce soit soleil ou une autre, un projecteur. Et c'est une sorte de défaut qui diffuse un peu l'image et qui est beaucoup présent dans notre film. Défaut qu'on a longtemps évité au cinéma et qui est devenu presque une patte, un signe. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'optiques qui sont très très parfaites à ce niveau-là, qui ont des flairs très très maîtrisables, très très esthétiques. Et en fait, quand tu travailles avec des objectifs un peu à l'ancienne, c'est un vrai plaisir en fait de redécouvrir le backstage en fait du cinéma. On n'a jamais cherché avec Kléber de ne pas faire exister la caméra à l'image en fait. Vous avez utilisé des techniques d'époque, donc ces objectifs-là, et puis une vieille technique qui est très peu utilisée aujourd'hui, qui s'appelle la demi-bonnette. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la demi-bonnette et pourquoi Kléber a voulu l'utiliser dans son film? Donc effectivement, on a deux plans qui étaient tournés avec la demi-bonnette ou split diopter comme on l'appelle. En fait, c'est une sorte d'outil qu'on met devant, une lentille qu'on met devant l'objectif pour pouvoir faire le point à la fois très en avant et très proche de la caméra et à la fois à l'arrière. Comme ça, les deux actions simultanées peuvent avoir le même importance au centre d'un plan. Et dans le film, il y a deux moments où on l'a utilisé. Premier moment, c'est quand le personnage joué par Wagner Moura retrouve son fils et du coup leur émotion est dûment importante. Et deuxième moment, c'est quand le tueur qui est censé tuer le personnage de Wagner arrive à le trouver et on voit à la fois la mort et l'avenir au sein du même plan. Et ça, c'était une technique qui avait déjà été utilisée notamment par un réalisateur qui s'appelle Steven Spielberg. On parle beaucoup dans le film des Dents de la Mer, réalisé par Spielberg. C'est un clin d'œil volontaire de la part de Kléber? Oui, à ce film-là, mais à plein d'autres, parce que cette technique était vraiment beaucoup utilisée dans le cinéma des années 70, 80. Il avait beaucoup de références de l'époque, mais honnêtement, il s'est nourri vraiment pas que des films très fidèles à l'époque, mais aussi tout ce qui s'est fait dans le cinéma notamment américain, après dans les années 80 et même 90. Et au niveau de la colorimétrie, je sais pas si, quel est le travail particulier? Il y a vraiment des couleurs, ce vert, ce jaune, très vibrant à l'écran. Comment ça a été pensé avec l'équipe de la décoration notamment? Nous, à l'étalonnage, et je peux d'abord parler de l'étalonnage, on a cherché à avoir une petite touche technicolor, mais tout en gardant le côté très organique. On a travaillé avec un étalonneur allemand, Dirk Meyer, qui a un autre film en compétition, le film de Avzia Herzi. Mais Kléber, il voulait pas que ce soit trop pop ou que ça évoque un côté pas naturel. Donc on cherchait vraiment l'organique. Et en fait, en collaboration avec ce qu'on appelle directeur de art au Brésil, qui est chef déco du film. On peut rappeler son nom, Thales Junqueira. Thales Junqueira. Donc était le décorateur du film de Miguel Gomes l'année dernière, qui a été récompensé dans le palmarès. Et qui était également le directeur de art de Sanker, le premier film que j'ai fait au Brésil. C'est un peu une star. Vous l'avez donc retrouvé à cette occasion. Tout à fait. Et il a une équipe très très solide qui ont fait une grande recherche sur l'époque. Et des fois, c'était en vrai les souvenirs de Kléber qui leur aidaient de retrouver la fidélité à l'époque. Mais parfois, ils ont changé jusque la couleur de mur dans un endroit où on filmait, où personne sera au courant que c'était pas comme ça à l'époque.
Evgenia, dans le film, il y a deux époques qui sont représentées, donc les années 70 et une époque contemporaine. Est-ce que vous avez utilisé les mêmes techniques pour ces deux époques différentes ou est-ce que vous avez trouvé d'autres astuces pour nous faire basculer d'une époque à l'autre? La discussion avec Kléber autour de ce choix, elle était incessante. Et je pense que jusqu'au dernier moment, on savait pas exactement sur quoi on allait s'arrêter, mais au final on a utilisé le même matériel, donc les mêmes objectifs un peu vintage et donc la caméra numérique Alexa 35. C'est juste le traitement en post-production, mais aussi la décor, les costumes, la présence des personnages qui a tout changé, et je trouve que c'était un bon choix parce que on a failli de partir sur du matériel vraiment très très moderne et ça aurait pas été organique dans le film. Juste en un mot, puisque vous avez été lauréate l'année dernière, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Est-ce que ce prix de la jeune technicienne, ça a été un moment de votre carrière, de votre début de carrière? Bien sûr, c'est un grand signe de reconnaissance, ce prix. J'en ai beaucoup profité. J'étais sollicitée pour des entretiens, pour des rencontres, et j'arrête pas de parler de ce prix. Et notamment, récemment, je reviens d'une conférence de Women in Cinematography où j'ai pu, à l'international, parler du prix. Et cette année, comme vous avez un film en compétition officielle, vous concourez au prix de l'artiste technicien. Oui. C'est un peu la pression là que vous lui mettez. Oui. Eh bien, autre film présenté en compétition hier soir, un grand habitué du Festival de Cannes, Wes Anderson. Je crois, Mélanie Toumeau, que vous avez vu le film hier. Absolument, j'ai eu cette chance de le voir en salle Debussy, donc en salle presse, qui est la meilleure salle, il faut quand même le dire, pendant le Festival de Cannes. Je suis désolée, ce sont les meilleurs sièges et le meilleur son, même si on adore le Grand Théâtre Lumière. Mais oui, en tout cas, j'ai eu l'occasion de voir hier le Wes Anderson A Phoenician Scheme. Bravo pour la prononciation. Je l'ai répété. Mais oui, titre très bizarre, qui prend son sens quand on voit le film. Eh bien, je partais très méfiante. Parce que, on va dire que d'un avis général, les derniers films de Wes Anderson n'ont pas énormément plu au grand public. Que ce soit The French Dispatch ou le tout dernier, dont j'ai oublié le nom, Asteroid City, que je trouve quand même très sympathique. Mais c'est vrai qu'on va dire que il y a un suresthétisme de Wes Anderson qui a commencé à prendre le pas sur ces histoires. Et là, petite chose un peu chouette, on retrouve le Wes Anderson, pas du Grand Budapest Hotel d'avant, mais d'encore avant, on retrouve le Wes Anderson de la famille Tenenbaum. Donc on retrouve un Wes Anderson qui parle de famille, on retrouve un Wes Anderson qui parle de drame. Là, on est vraiment sur un thriller. Qui est absolument magnifique, évidemment, parce qu'on reste quand même sur Wes Anderson qui a son esthétique, mais qui est un peu différente. Il a testé des nouvelles choses, justement, je trouve, dans ce film. Il y a beaucoup de top shots qui sont très agréables à regarder, très bien construits, très belle mise en scène. Après, effectivement, au niveau de l'histoire, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on est vraiment sur une sorte de thriller autour d'une entreprise qui doit trouver des fonds. Et après, bien sûr, avec toute une myriade de personnages secondaires qui sont absolument excellents. Voilà, c'est vraiment, on a le personnage de Benicio del Toro qui est incroyable dans le film et qui doit rencontrer des gens à qui il va demander de la thune. C'est vraiment ça le but du film. Hein. Et chaque personnage est vraiment hilarant. Chaque petit caméo est vraiment très très drôle. Et ça fait plaisir de revoir tout le monde avec un Benicio del Toro absolument incroyable dedans. Une entreprise qui cherche des financements, ce serait un portrait du cinéaste? Alors, si on le voit comme ça, j'espère que Wes Anderson n'est pas comme son personnage de Benicio del Toro, parce que vraiment, on est sur quelqu'un de pas très sympathique, puisque il décide justement aussi de mettre à l'épreuve sa seule fille qui est nonne, apprentie nonne, pour pouvoir qu'elle lui succède dans son entreprise. Mais oui, effectivement, il y a un truc un petit peu... Moi, je pense que c'est la chose qui m'a un peu sortie du film, c'est ce côté très... Oui, on cherche de la thune. C'est le but du film, c'est on cherche de la thune. Dit comme ça fait pas rêver, en fait.
Et sur le papier et dans le film, ça ne fait pas rêver. Et c'est peut-être la chose que moi m'a peu moins marqué, mais par contre, il y a une histoire, voilà, justement, entre ce père et cette fille qui est absolument incroyable. Mia Trapleton, qui est une actrice folle, qui est la fille de Kent Winslet, il me semble, qui joue incroyablement bien. Tout le monde joue très très bien. Mais c'est vrai que c'est un film très étonnant, qu'on avait oublié que Wes Anderson pouvait faire des films pas que esthétique, mais avec une histoire, vraiment une relation familiale. En tout cas, si vous avez aimé La famille Tannenbaum, je pense que vous allez retrouver à peu près les mêmes choses. C'est moins évasif dans le sens qu'il y a moins d'enfants. Il y en a qu'un seul là pour le coup, mais il y a beaucoup de gens annexes et c'est très intéressant. Normalement, il y en a 10. Il y en a 10 d'enfants, tout à fait. Mais en vrai, il y en a qu'une. Exactement. Parce que, en fait, le personnage de Benicio del Toro, et je trouve que c'est la grande force du film, c'est que c'est pas un personnage andersonien. C'est qu'en fait, pour le coup, on a toujours cette habitude des personnages vraiment très esthétiques, très carrés, voilà. Là, le personnage de Benicio, c'est une étoile filante, il va où il veut. Et c'est même j'allais dire une étoile filante noire, dans le sens qu'il est très dark, il est très sombre, c'est un méchant en fait, tout simplement. Mais ça en fait justement un personnage qui a beaucoup d'âme. Et ça m'avait manqué de voir des personnages comme ça dans les films de Wes Anderson, en tout cas dans les derniers. Et c'est pour ça que je pense que c'est un petit souffle nouveau et qui peut être bien pour le public qui avait perdu un petit peu ça dans sa filmographie. Et vous disiez que l'esthétique des films reprenait l'univers de Wes Anderson, mais avec un petit changement. Ça vient certainement aussi du changement de chef opérateur, puisque cette fois-ci, c'est Del Bonnell de l'AFC qui a réalisé l'image de ce film-là. Oui, ça fait plaisir justement aussi quand on voit, je savais pas du tout, et quand le film commence et qu'on voit Del Bonnell, je me dis ah, bon bah là ça fait plaisir, c'est des nouveaux noms, donc on s'attend à quelque chose de nouveau, et effectivement on a quelque chose de nouveau, et vraiment il y a des plans ingénieux, là où il y avait juste des plans géométriques, vraiment à part faire de la géométrie appliquée, Wes Anderson il était pas bon en maths je pense, mais là on est sur quelque chose qui est très ingénieux, on sent qu'il y a aussi beaucoup de machinerie, et c'est très agréable, enfin moi j'ai passé en tout cas un vraiment bon moment. Et j'arrête pas d'y repenser depuis, donc je pense que ça va vraiment faire quelque chose dans sa filmo. Décidément, l'AFC représente très bien la sélection officielle et la compétition officielle du Festival de Cannes, puisque Evgenia, vous en faites également partie. Et je suis ravie d'en faire partie. Eh bien, vous êtes toujours sur notre chaîne YouTube et sur la FM DAB+, Ciné Musique Radio. Le hors-champ est extrêmement bruyant. Vous êtes à Cannes, au milieu des stands, et il y a de la musique partout. Mariette, vous n'aviez pas de régisseur pour faire taire ses voisins ? Eh bien, maintenant, parole de CST. Fabienne, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler du Lab Femmes de Cinéma. Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu ce que c'est que ce lab-là ? Oui, alors le Lab, c'est un think tank donc qui s'intéresse au sujet de la parité et de la mixité derrière la caméra et devant la caméra. Donc le Lab est une émanation du Festival des Arcs, en fait, où on avait commencé à réfléchir sur la place des femmes, et on s'était rendu compte en 2016, donc c'est avant MeToo, qu'on avait tout simplement pas de chiffres déjà pour savoir de quoi on parlait. Or, c'est bien connu, on le sait désormais, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Donc on a commencé au Festival des Arcs à faire un focus spécial sur les jeunes réalisatrices. Pour ça, on a fait une étude, on a fait des ateliers, des tables rondes, et on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet qui était énorme et qui n'était pas traité à l'époque. C'était aussi une époque où les prix genrés étaient pas forcément bien vus. C'était un moment où on disait, moi j'avais des copines réalisatrices qui me disaient, mais moi j'ai pas envie de recevoir un prix parce que je suis une femme, j'ai envie de recevoir un prix parce que je suis une bonne cinéaste. Et c'est intéressant de voir qu'on a parcouru un beau chemin sur ce sujet-là et qu'aujourd'hui, la plupart des femmes ont compris que recevoir un prix genré, c'est aussi une manière de raconter leur parcours et d'une certaine manière d'incarner une dimension de rôle modèle.
Et je vous explique donc le lab, je reviens, pardon, j'ai fait une petite j'allais parenthèse. dire que ces prix genrés n'empêchent pas l'évolution des carrières, puisque on voit bien qu'Evgenia, vous avez eu ce prix genré de la jeune technicienne, et puis vous êtes aujourd'hui en compétition officielle. Tout à fait, et je suis complètement d'accord avec vous sur le fait de compter les femmes, ça fait que les femmes vont compter, parce que dès l'existence de la prix de la jeune technicienne, ce qui est plus important, je trouve, c'est de ne pas être la gagnante, mais participer à cette présentation. Voilà, il y a tel nombre de femmes qui représentent les chefs de poste en sélection officielle, donc la statistique parle pour elle-même dès qu'on voit les nommer en fait. Ça, c'est vraiment la notion de rôle modèle et qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que vous, en ayant reçu le prix, en fait, il y a quand même des lumières qui sont mises sur vous, c'est le cas de le dire. Et en fait, vous ouvrez des possibles. C'est-à-dire que des jeunes filles ou des petites filles qui vous voient à un moment avec ce prix se disent, si c'est possible pour elles, c'est possible pour moi. C'est le fameux truc de Gina Davis qui dit, if you can see it, you can be it. Et voilà, donc c'est ça. Donc je reviens sur le lab. Le lab, c'est un think tank. On fait 3 choses. En gros, nos actions reposent sur 3 piliers. Tout d'abord, on fait une étude annuelle sur la place des réalisatrices en Europe, où à la fois on se cale sur les statistiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, et surtout on demande à tous les pays de l'Europe géographique, donc quand même 37 pays, on leur demande ce qu'ils font année après année pour développer la parité et la mixité dans le cinéma et l'audiovisuel. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a quelque chose de récurrent année après année, où à la fois on confronte les pays aux mesures qu'ils prennent, et on confronte aussi les mesures aux chiffres. C'est-à-dire quelles sont les mesures qui marchent. C'est-à-dire que sans statistiques, on va pas se dire on a besoin de prendre des mesures, et sans mesures, les chiffres bougent pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on fait des ateliers en intelligence collective. L'année dernière, on a notamment énormément travaillé dans le cadre du groupe Respect sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, où là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche transversale et de se dire que c'est parce que vous allez mettre autour de la table des gens de toute la chaîne du cinéma, femmes, hommes, avec des degrés de conscience sur ces sujets qui peuvent être différents. Et vraiment, l'idée, c'est de dire que c'est ceux qui font qui savent, et en les réunissant et en mettant un petit peu de processus, on peut vraiment faire émerger des idées qui elles-mêmes peuvent être des idées très opérationnelles pour notre secteur, et en même temps qu'on peut proposer au pouvoir public pour les inspirer aussi, puisque c'est quand même nous les mieux placés pour savoir ce qui peut marcher. Et dernière chose, c'est qu'on travaille sur la notion de rôle modèle au féminin, donc c'est là où on en revient au prix, et aussi au fait que en fait il faut mettre en avant les femmes, parce qu'il y en a moins que les hommes. Enfin, là, je peux peut-être vous donner quelques chiffres sur le fait que donc en moyenne européenne, c'est 25% de femmes cinéastes. Là, je parle des réalisatrices. On était à 19% en 2012. On est à peu près 25% aujourd'hui. Donc à ce rythme-là, si ça reste linéaire, on sera près de la parité en 2050 à peu près. Donc voilà, c'est quand même, il faut être patient. Et après, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que dans les écoles de cinéma, 1 personne sur 2 est une femme. Voilà, c'est ça qui est quand même le plus étonnant, c'est que dans les écoles, on retrouve une parité, parfois même certains directeurs d'école disent même qu'il y a plus de femmes, mais ça ne se retrouve pas dans l'univers professionnel. Alors, c'est-à-dire que donc là, on est toujours sur les réalisatrices, 1 sur 2 dans les écoles de cinéma, dans les sections scénario et réalisation, 1 sur 3 au moment du premier cours, 1 sur 4 au moment du premier et deuxième long, et 1 sur 6 au moment du 3e long et plus. Donc ça, c'est pour les réalisatrices. Après, les chiffres, il y a une étude du collectif 50-50 qui est formidable sur les chefs de poste, où on voit que les monteuses, on est à peu près à 50%. En revanche, les directrices de la photo, on passe à 20%. Je sais que les compositrices de musique à l'image, on est carrément à moins de 10%. Donc c'est vrai que sur les chefs de poste, il y a vraiment un boulot considérable à faire, et c'est important déjà de mettre le doigt là-dessus pour en fait en avoir conscience et voilà, et faire bouger les choses. Bon, après, il y a des mesures qui ont été prises. Il y a le bonus parité qui quand même commence à faire un petit peu bouger. Et donc sur la notion de rôle modèle, l'idée c'est d'avoir des masterclass, et puis aussi on a un podcast du Lab que je vous invite à découvrir, où en fait là on en est à la 5e édition de ce podcast. Donc j'ai eu déjà plus de 50 invités, et je tends le micro à des femmes, des réalisatrices aux comédiennes, mais en passant justement par les directrices de la photo, des compositrices, monteuses, chef-op, voilà. Et
Et on aura notamment, dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec le CST, la lauréate de cette année sera une des invitées du podcast. Voilà, donc en gros, c'est ça. Bon, après, on fait aussi, on essaie d'intervenir dans les médias pour toujours rappeler, là, cette année pour Cannes, rappeler de dire, dans toute section confondue, on est à 30% de femmes. Donc, c'est quand même pas mal entre 1946, la création du festival, et aujourd'hui, le pourcentage de cinéastes est 6%. Donc sur l'ensemble de ces années, donc 30%, c'est pas mal. Voilà, donc de dire ça va dans le bon sens, même si 30 c'est pas 50. Hein, donc on se réjouit de la progression, mais on se dit qu'il y a encore un chemin à parcourir. Et bon, puis après, on fait aussi, par exemple, une campagne pour visibiliser les femmes dans le cadre des Césars en amont du premier tour, pour dire attention, n'oubliez pas les femmes, parce qu'en fait souvent il y a le sujet de leur moindre nombre, mais il y a aussi le fait que les projets dans lesquels elles sont des projets à moindre budget. Et dès lors, pour les campagnes, c'est des films souvent qu'on a moins vus, donc qui ont été moins accompagnés médiatiquement, etc. Donc nous, on essaie de faire ça, de dire, en fait, le sujet de la place des femmes, c'est intéressant derrière la caméra, mais c'est aussi devant la caméra, parce qu'en fonction de qui est derrière, on raconte pas les mêmes histoires, qu'il y a des réservoirs de créativité qui n'ont pas encore été explorés, et que faut y aller, quoi. Voilà, c'est quelque chose de joyeux et qui ne va pas freiner la création, bien au contraire. Et rappelons que pour les chiffres du festival cette année, sur 60 postes examinés des 20 films français en sélection, 18 seulement sont tenus par des femmes. Donc ces postes incluent la décoration, le son et l'image, qui sont les trois métiers que la CST met en avant dans le cadre de ces prix de la jeune technicienne. C'est intéressant d'avoir ces chiffres, parce que en fait, c'est un petit côté, on met l'église au milieu du village. De quoi on parle, en fait? Voilà, pourquoi vous faites ça, et pourquoi ce prix existe, et pourquoi il est important qu'il existe, et vraiment bravo la CST de faire ça, c'est chouette. Mélanie, pardon. Juste pour retrouver toutes les informations, est-ce que vous pouvez donner le nom du site internet sur lequel on peut retrouver toutes vos infos et vos actions? Oui, c'est le LAB, L-A-B, Femmes de cinéma. Et sur Spotify, pour le podcast, vous tapez LAB, Femmes de cinéma, et vous avez toutes ces femmes fantastiques, parce qu'honnêtement, on en a une 50aine, et qui sont toutes dingues. Il y a une concentration d'intelligence et de profil, c'est dingue, quoi. Voilà. Mélanie, je vous vois opiner de la tête depuis tout à l'heure. Vous semblez mourir d'envie d'une question, hein, Fabienne. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'avec Fabienne, on se connaît parce qu'effectivement, pour la campagne des Césars, vous avez fait appel à des créatrices de contenu, justement, pour dire ce que, effectivement, aux votants des Césars, pensez qu'il y a des femmes, rappelez-vous de ça. Et c'est vrai que c'est génial d'avoir des institutions comme le Lab, comme 50-50, comme nous toutes. Enfin, voilà, tous ces collectifs-là, ils sont très importants parce qu'on a besoin de rôle modèles. Je suis absolument d'accord. Et surtout, en fait, ça commence à s'étendre aussi à d'autres domaines. Parce que là, tu parles du cinéma, mais dans le milieu des séries aussi. Ça commence un petit peu à bouger dans le milieu d'internet également. Sur YouTube, on a eu énormément de questions comme ça aussi sur la représentation des femmes et justement de ce côté rôle modèle de qui sont les personnes qui prennent la parole et comment sont interprétées les œuvres après derrière. Et c'est super important. Et c'est vrai que je trouve que le Lab fait un travail très intéressant qu'il faut mettre en avant de plus en plus parce que c'est utile pour que nous, on puisse aussi avoir notre place, en fait. Parce que sinon, en fait, on sait comment ça finit, quoi. Donc, vraiment, merci. Moi, c'était pas une question, c'était plus un énorme remerciement, vraiment, pour ce travail-là. Et il faut continuer. Et moi, je continuerai de suivre aussi, de toute façon, ce que fait le Lab. Trop sympa, merci beaucoup. Non, juste de dire qu'on est dans un contexte où, en fait, il va falloir être malin, être resserré et être vigilant. Et voilà, le backlash, on le voit quand même arriver. Hein. Le backlash, c'est vraiment l'idée que dès qu'on a des avancées sur la place des femmes, on se reprend des gros retours en arrière. C'est vrai qu'on est dans un contexte géopolitique, on a un vent qui vient des États-Unis qui est vraiment pas le bon, et en même temps avec ce qu'on appelle les techno-tyrans, hein, mais des gens qui sont peu nombreux, mais qui ont une grande puissance entre les mains et qui vont bien plus vite et sont bien mieux organisés que nous, même s'ils sont moins nombreux. Donc nous, il va falloir qu'on vient de faire un atelier là-dessus avec toutes les assos qui travaillent sur le sujet 50-50, PFDM, nous toutes, enfin tout le monde était là, et c'est vrai que on sent qu'il y a quelque chose où il faut qu'on soit à un degré de vigilance peut-être encore supérieur. Mariette, Evgenia, cette question vous parle, j'imagine?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, je voulais rebondir en fait justement sur l'analyse, l'étude qui était sortie l'année dernière de 50-50, aussi sur la place des femmes en fonction du budget du film que je trouve assez éloquent, c'est-à-dire qu'on peut voir la disparition, enfin, des femmes, notamment en chef de poste. Plus le budget est élevé et moins il y a de femmes. Et ça, je trouve ça assez éloquent aussi. Bah, ça, on le voit aussi. Il y a plus de films, enfin, il y a plus de femmes dans le court métrage que dans le long métrage, dans le documentaire que dans la fiction et dans l'animation. Et la différence, je crois que dans l'étude du collectif, c'est de l'ordre de 30% de budget de moins quand c'est une femme qui dirige le film. Et après, c'est vrai qu'on le voit aussi. Moi, ça m'avait frappé, surtout sur les chefs costumières. Je crois que c'est genre 95% de femmes chefs costumières. En revanche, quand le film a un budget, et notamment en costume, qui dépasse un certain niveau, bah là, c'est quasi l'inverse, quoi. C'est-à-dire, enfin, c'est hallucinant, en fait. C'est franchement, et on le voit au César. Hein. César, c'est une bonne manière de lever le rideau sur une réalité, quoi. Ça me rappelle donc la première édition du prix de la jeune technicienne en 2021, où on était 3 à être nommés. Moi, Armance Durix, qui a remporté le prix à l'époque, et Maria Meguet, qui a fait le son, l'image, la réalisation de Panthère de neige. Et nous, avec Armance, nous avions travaillé sur un film qui était tourné en mode guérilla, sans aucun budget. Donc, on était 3 nommés, et à chaque fois, c'était des projets à la base très bancals, mais qui étaient portés quand même par notre enthousiasme. Et bien, tout de suite, c'est la place à la petite interview. Alors, je me présente, je suis Chloé Cambournac, chef décoratrice et membre du bureau de l'ADC, l'association des chefs décorateurs et chefs décoratrices de cinéma. Mon premier festival de Cannes, c'était pour accompagner le très beau film de Mounia Medour, Papicha, qui était en sélection parallèle, et toute l'équipe s'est réunie pour accompagner ce film. Mon plus beau souvenir de festival, eh bien, ça va être cette année avec le film Partir un jour d'Amélie Bonin, où là aussi c'était une grande expérience de collectif, et la production, enfin les films du Vorso et Top Shot Film se sont débrouillés pour que toute l'équipe du film technique qui pouvait venir ce jour-là soit présente. Donc on a accompagné Amélie et Juliette. Bastien n'était pas là malheureusement. Amélie Bonin, Juliette Armanet a monté les marches du palais, c'était merveilleux. Alors, les prix de la CST, c'est les seuls, à ma connaissance, prix au monde décernés à des artistes techniciens dans des festivals de la catégorie de celui du Festival de Cannes. Donc, je remercie la CST de continuer à les porter, et le Festival de Cannes de continuer à représenter les artistes techniciens. Le prix de la jeune technicienne en particulier est un prix qui aide à des jeunes techniciennes émergentes à consolider leur travail, à avoir une visibilité, et à pouvoir être voilà, un peu plus visible, quoi, disons. Eh bien, vous êtes toujours sur notre chaîne YouTube et sur la FM DAB+, Ciné Musique Radio. Vous êtes sur le stand de la CST à Cannes et nous parlons technique et sélection officielle. Tout de suite, sur les marches. Un des 2 films de ce soir est réalisé par le cinéaste ayant reçu en 2022 le prix du scénario pour La Conspiration du Caire. Le film s'appelle Les Aigles de la République, et son cinéaste, Tariq Saleh, remonte les marches. Il sera accompagné encore une fois d'un chef opérateur de l'AFC, Pierre Haïm de l'AFC. Évidemment, des vieux comme moi se souviennent de son merveilleux travail sur La Haine. À l'époque, c'était le développement sans blanchiment. Ça avait été une révélation de ce magnifique noir et blanc. Autre technicien qui monte les marches ce soir, Virginie Montel, la chef costumière d'Emilia Pérez, grand succès de cette année, présenté en compétition l'année dernière, et son chef déco, Roger Rosenberg, qui avait déjà travaillé avec Tariq Saleh sur La Conspiration du Caire. Donc c'est l'histoire d'un acteur adulé égyptien qui est sur le point de tout perdre, et on va le suivre dans une odyssée macabre dont on découvrira les images tout à l'heure.
Alexia, autre habituée du festival, enfin en tout cas une célébrité du festival. Célébrité du festival, ce n'est que son 3e long métrage et pourtant déjà une Palme d'Or il y a 4 ans aujourd'hui, puisqu'elle avait remporté la Palme d'Or pour son film Titane en 2021. Julia Ducournau qui revient avec un film qui s'appelle Alpha. Alpha, c'est une adolescente de 13 ans, agitée, qui vit seule avec sa mère et leur monde s'écroule quand elle va rentrer de l'école avec un tatouage sur le bras. Pour accompagner la réalisatrice, Rubert Hippens de la BSC, qui avait signé l'image du prix du jury ex aequo en 2022, Les 8 montagnes de Charlotte van der Merch et Félix von Groninger. Au montage image, nous avons Jean-Christophe Bouzy, qui avait déjà travaillé sur Grave et Titane avec la réalisatrice Jean-Christophe Bouzy, que nous aurons le plaisir d'inviter demain, de recevoir. Et il ne sera pas seul, puisqu'il sera également là avec son monteur son. Nous parlerons montage, image et son demain avec Séverin Favrio. Eh bien maintenant nous allons parler prise de son. Mariette, vous montez les marches du théâtre Debussy pour la compétition Un certain regard. Demain ? Oui, le film d'Anna Cazenave-Cambé sera diffusé demain à 16h30 et on a assez hâte. C'est une grande joie de le voir ici. Alors, personne n'a encore vu Love Me Tender. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire pour le présenter sans rien en dévoiler ? Sans rien en dévoiler, c'est une adaptation d'un livre de Constance Debré qui s'appelle Love Me Tender également et qui est incarné par Vicky Krieps en personnage principal. Voilà. Votre travail sur ce film, à quel moment est-ce que vous êtes intervenu ? Est-ce que vous avez été appelé bien en amont, au moment de la préparation ? Comment ça vous a été présenté, tout ça ? En fait, j'ai rencontré Anna grâce à Christy Baboul, qui est son compagnon et qui est également le chef opérateur du film. Et on s'est rencontré avec Anna, oui, relativement en amont. En fait, Anna est quelqu'un de très attentif au son et elle avait envie, donc on travaille tôt au repérage technique, pour préparer le repérage artistique, pour préparer le film et qu'on puisse en discuter longtemps en avance. Ouais. Il y a eu des complexités, des défis pendant ce travail ? Alors le grand défi, je pense, du film, c'est qu'il y a énormément de décors et que donc on tournait des fois des décors pendant une demi-journée, on devait changer, etc. Donc il fallait avoir des configurations techniques très très légères et être très souple, quoi. Mais même sur les placements des micros ou les acoustiques des différents endroits, ça apporte de la complexité d'avoir beaucoup de décors ? Ah oui, tout à fait, oui, parce qu'il faut être très réactif dans les installations, notamment, je pense au pendrillon, ce genre de choses qui permettent de traiter un peu l'acoustique sur les tournages, ouais. Vous avez une équipe de combien de personnes avec vous sur le plateau ? Eh bien là, on était 2 au son. Donc moi et Leslie Gaborio à la perche, et on avait une personne en plus en renfort de temps en temps. Mais ça reste une petite équipe. Enfin, le film était en annexe 3 et donc voilà. En renfort pour placer des micros supplémentaires, des micros HF ou... Oui, ou plutôt quand il y avait plus de personnages, quand les personnages étaient des scènes avec plus de personnages. Ouais. Deuxième perche. Voilà, exactement. Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers de la technique et de tout l'administratif du cinéma, l'annexe 3, qu'est-ce que c'est ? Alors l'annexe 3, c'est donc quand les films ont un budget compris entre 1 et 3 millions d'euros. Et donc l'annexe 1, c'est supérieur à 3 millions d'euros. Et donc ça permet plus de marge de manœuvre, plus de temps de tournage, plus de temps de préparation. Donc ça change évidemment la donne sur la fabrication des films. Donc on revient au sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous étiez sur un film, j'allais dire fauché, non, mais un film sur lequel effectivement les salaires sont moins importants. Oui, tout à fait, on va dire pas complètement fauché parce que d'autres films se font avec des budgets encore plus petits, mais oui, quand même relativement, on va dire un petit film. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous voudriez partager, un souvenir de tournage qui vous a marqué sur Love Me Tender ? Alors là, comme ça, blanc, c'est un peu dur, mais... Peut-être ce soir, demain soir, au moment de la montée des marches. Est-ce que vous allez faire comme l'équipe d'Evgenia hier qui a monté les marches sur de la musique et en dansant ? Le carnaval était présent hier.
Oui, et d'ailleurs, ce sont des gens, un vrai orchestre qui est venu du Brésil. Et pour beaucoup, c'était leur premier voyage en dehors du Brésil. Et ce qui raconte aussi quelque chose sur Émilie, la productrice, et Kléber, le réalisateur, qui donne tout au Brésil, en fait. Et Mariette, quelque chose aussi pour éclairer nos auditeurs, quand vous faites la prise de son, vous accompagnez aussi toute la post-prod son, le montage son et le mixage, ou c'est réellement une autre équipe qui prend la relève? Alors, je dirais que c'est plutôt une autre technique qui prend la relève. Moi, j'aime bien venir de temps en temps, mais c'est plus par curiosité, en fait, pour venir voir le travail des autres, et puis aussi pour avoir un retour, moi, sur mon travail, enfin, savoir ce qu'il aurait pu manquer, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Enfin, ça aussi, moi, ça me permet d'apprendre un peu pour la suite, quoi, pour mes prochains films, voilà. Et on le rappelle, vous concourez au prix de la jeune technicienne cette année. Est-ce que au niveau de ce travail-là, donc la collaboration avec vos collègues est très importante au moment de la préparation, vous avez des liens avec l'équipe de post-production et l'équipe de tournage, avec qui vous avez le plus collaboré sur ce projet-là? Ben, ça dépend un peu des films. Et en effet, sur le film Love Me Tender, l'équipe de post-production est la même que le précédent film d'Anna, De l'or pour les chiens. Donc du coup, en fait, très vite, on a pu discuter un peu ensemble. Et voilà, après, on se connaît pas forcément toujours. Enfin, des fois, il arrive qu'au tournage, on sache pas encore qui va faire le montage son ou le mixage. Mais quand c'est su par avance, c'est vrai que c'est assez agréable. On peut parler, en effet, des manières de prise de son, des choses qui sont. On peut parler du film, en fait. On peut parler des couleurs. Et ça, c'est assez agréable, en effet. Et quelles étaient justement les directions prises sur les couleurs et les choix techniques que vous ont donné la réalisatrice? Eh ben, très vite avec la réalisatrice, on a parlé des films de Romer. Et donc, du coup, on a pris parti d'utiliser les mêmes micros que Romer, donc une série de Neumann, pour avoir un rendu très très fidèle aux voix, très doux, quoi. Mais Romer, d'ailleurs, on a vu Nouvelle Vague il y a pas longtemps. C'est décidément une inspiration constante. Oui, oui, tout à fait. C'est un cinéaste qui marque encore nos générations, quoi. Beaucoup de sons directs? Ah oui, beaucoup de sons directs. Après, le film, c'est une adaptation d'un roman. Le personnage principal joue une écrivaine. Et donc, il y a une place de la voix off et de l'écriture assez importante aussi dans le film. Donc, Voix off qui a été enregistrée à quel moment de la production du film? La voix off a été enregistrée avant le tout début du tournage, c'est-à-dire la veille ou l'avant-veille. C'était aussi une manière pour Anna et Vicky Krieps de se connecter ensemble au film. Voilà, à ce moment-là, on s'est dit que peut-être il serait question de la refaire par la suite, mais en tout cas, ça a plutôt bien fonctionné puisque c'est celle-ci qui a été finalement utilisée. Ça a permis, oui, de se rencontrer sur un temps qui est autre que celui du tournage, qui est pour lequel on a un peu plus de temps, et c'était assez intéressant de travailler comme ça. Et ça permettait de cadencer un peu le rythme des plans? Vous lui mettiez le son de la voix dans l'oreillette pendant le tournage? Oui, tout à fait. Ça permettait, en tout cas au tournage, d'être au plus près des intentions de la scène. Effectivement, je diffusais le son de la voix off dans les retours. En tout cas, on a hâte de découvrir ça demain soir. Est-ce que certaines d'entre vous ont leur place pour les films de ce soir? Moi, pour le Ducournau, justement, Alpha, donc c'est très bien. Une femme réalisatrice, encore, on est très contente. J'ai très, 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 très hâte. Et j'ai peut-être une autre Palme d'Or. Ce serait bien une femme qui fasse un doublé, Palme d'Or. On y croit un peu, non? Moi, je vais voir le film de Roman Boringer, alors qui est pas en compétition, mais qui est en séance spéciale. Ouais. Et je suis aussi, j'ai très hâte de le découvrir. Je trouve que c'est hyper intéressant le cinéma que fait cette réalisatrice-actrice. Et donc voilà, très hâte aussi. Oui, on peut tout à fait rappeler qu'elle avait à la fois réalisé un film de fiction cinéma et une série, L'amour flou. Exactement. Et c'est vrai que cette année, c'est un peu l'année des actrices réalisatrices. Il y a Kristen Stewart, Scarlett Johansson. Avzia Herzi. Evgenia, vous allez vous reposer ce soir? Non, je vais profiter pour voir
autre type de film, pas en sélection officielle. Je vais voir Ciudad. C'est un film espagnol qui est en compétition à la Semaine de la critique. Merveilleux. Eh bien, merci beaucoup à toutes d'avoir été présentes sur notre plateau aujourd'hui. On espère que vous avez donc toutes les coordonnées de Fabienne désormais. Et on vous retrouve demain pour un nouveau Cannes Prime Time. D'ici là, bon festival de Cannes à toutes et à tous. Moi, je vais me laisser surprendre par les films que je vais voir. Et puis, voilà, on verra. Qu'il y ait des discussions avec mes co-jurés. J'espère que voilà, on se mettra d'accord. Le son contribue à la qualité du film, mais il y a, tous les postes contribuent à la qualité du film. Et donc, oui, ça va être, je pense, assez délicat qu'on ait une sorte d'unanimité sur un film dont on va retenir un poste technique. Mais je pense qu'on va y arriver, je suis confiant.